Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière, à ma gauche, nous présentera le Zoom de la semaine. On va parler de handball, sans oublier la question du jour, le débat avec un point sur la NBA comme demandé la semaine dernière. Enfin, nous recevrons Vincent Griveaux, responsable vidéo de l'équipe de France de handball la veille du départ de l'équipe de France en Égypte pour le mondial 2021. Avec nous ce soir, Kevin Carrière. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. On prend les mêmes et on recommence. Bonsoir oui. Messieurs, dames, avec Romain à la réalisation vidéo et Coraline à la réalisation audio. On va dire. Réalisation tout court. C'est bien ça. Coraline, c'est bizarre de vous voir avec un sourire quand on voit le week-end de pause, non On attaque tout de suite parce que hors antenne, elle m'a attaqué sur Sochaux. Donc moi, à l'antenne, tout de suite, j'attaque sur Pau. Allez-y. Non, sans trop de commentaires. Une défaite, voilà. Il y a le foot, il y a le rugby. Heureusement que le basket, ils jouent pas. Ils ont pas joué, ils jouent le contre Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce qu'il peut dire comme mal de peau quand même, C'est genre... clair. Et non, mais le pire, moi, c'est ce que je trouve très drôle. Surtout que Sochaux, ils ont que le foot. C'est que. Oui. Là, ça pique. Oui, mais au moins on fait les choses bien, nous. Jean, il se fait avoir, c'est-à-dire qu'on est dans le studio avant l'émission, on discute, etc. Les micros sont pas forcément branchés, on n'a pas les casques, etc. Mais Coraline, elle fait les réglages derrière, elle a le casque sur les oreilles, elle entend tout ce qu'on dit. Alors, si vous savez tout ce qui balance, en fait, elle entend tout. Donc, il se fait saquer derrière, quoi. Je suis sage, Coraline. Pas vraiment. Pas vraiment. Quelqu'un s'est mis en vert pour vous rendre hommage. Oui. C'est Maxime Brossard. J'aime bien la section. Les jambes vont bien. Vous avez nettoyé les crampons ? Ah oui, voilà. J'ai nettoyé les crampons. J'aurais dû jouer avec des bottes. On a fait un foot là ce dimanche. C'était dans un marécage. C'était assez incroyable. Ouais. Ça faisait du bien. C'est très bête ce que j'ai dit à Max hier. Je lui dis psychologiquement. C'est bête, hein, mais ça fait du bien d'être plein de boue. Vous vous rappelez quand on avait 12-13 ans, on jouait au foot, nos parents, allez, faut rentrer, mais qu'est-ce que tu fais plein de boue ? On a joué au foot. Là, au bout de 3 minutes, premier plongeon, voilà, je suis tombé dans une flaque, j'étais plein de boue. Quoi. C'est réglé. Vous aviez pied, Maxime ? Oui, j'avais pris mes brassières. Mais il a une bonne détente, hein, il est petit. Attendez. Mais attention, il a une bonne détente. Je vous ai mis 2-3 beaux buts. Ah oui, j'ai pris des belles frappes. Et surtout, en fait, j'ai découvert une tradition, on n'échauffe pas les gardiens à Sochaux. Je vais dans les cages, premier ballon, il m'envoie un missile dans la lucarne, j'ai fait mais je viens d'arriver, doucement. Non, il m'a foutu des mines du début à la fin. Au bout d'un moment, j'ai réussi à peu près à les arrêter, mais ça m'a surpris quoi. C'était un réveil brutal. Kevin, on est d'accord ça sert à rien de s'échauffer. Il faut y aller tout de suite, non ? Ah bah oui, sinon il est jamais prêt. Voilà. Au moins voilà. Tu m'étonnes qu'ils arrêtent pas un ballon, les pauvres gardiens. Voilà. Mais vous voulez venir la semaine prochaine ? Mais oui, venez. C'est du grand foot. Hein. Ah non, c'est du grand foot. Hein. Ah oui, là, je ressortirai les crampons en fer, ça fait longtemps que. Ah bah allez, je pas sorti. On salue Troy, notre acolyte. Troy, aussi. Notre acolyte. On le salue, qui est fantastique. Ah c'est vrai, on va dire le foot c'est pas son truc quoi. Mais bon, il est plus rugby et basket, mais bon, il a fait l'effort. C'est vrai. Bon, je vois que vous êtes prêts messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception, des coups de cœur et des coups de gueule et toutes les rubriques de l'émission à retrouver tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram de l'émission. 3 coups de cœur, 2 coups de cœur, un coup de crosse et un coup de poing. On va commencer par le coup de crosse. La semaine dernière, on avait évoqué pareil un football. On avait évoqué quoi la semaine dernière ? NFL. Oui, voilà, le football américain. Là, on va parler de hockey. Il suit sa propre émission. Ouais. Écoutez, je suis fidèle à mes. J'essaie un peu de mettre une touche d'Amérique dans cette émission, mais bon, Jean, lui, est quand même assez franco-français dans ses choix. Donc, yes. Voilà. Il comprend pas ce que vous dites depuis 3 ans. C'est un peu comme vous essayez de lui expliquer la NBA, mais il a du mal. Hein. On en parlera tout à l'heure, mais je m'en cache pas. Moi, alors que c'est le basket, c'est un sport extrêmement populaire dans le monde. Mais c'est sincèrement, alors j'ai pas la prétention de dire que je suis spécialiste dans tous les autres sports, mais alors le basket, je crois que ça doit être la proportion de connus
pour le grand public et moi, mais je ne suis pas du tout. Hier soir, on a passé 10 minutes au téléphone. C'est vrai. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber et je lui ai dit Allez, arrête-toi. si t'as besoin, pose-moi des questions parce que là, c'est possible. Trop compliqué. Je n'y arrive pas. J'essaye de m'investir dans le basket. Déjà, je n'aime pas ce sport. Ah ouais, je faut n'aime pas le dire, C'est pas bien ça. Pas le dire, ça. Je n'apprécie pas ce sport. Voilà. On aime tous les sports. Mais on parlera bien évidemment de la NBA où pareil, je reste honnête avec les auditeurs. J'ai bien été aidé pour préparer ce débat avec Mehdi Guillonneau. Donc c'est Maxime, parti. Alors on la part sur NHL, le hockey sur glace, la reprise, c'est mercredi avec une affiche assez intéressante entre les Flyers de Philadelphie et les Penguins de Pittsburgh. Il y a un format particulier cette année. Voilà, ils ont fait un peu comme la NBA. Ils ont réduit le nombre de matchs de saison régulière, mais ils sont allés encore plus loin. Ils ont abandonné les matchs internationaux, puisque vous savez, c'est Canada, États-Unis, la NHL. Et là, en fait, ils ont créé donc des divisions régionales, c'est-à-dire que les équipes ne vont pas sortir de leur région. Ça va être assez intéressant. Tout le monde attend ça avec impatience parce qu'il va y avoir des derbys tous les week-ends. Et surtout, les yeux sont rivés sur la division canadienne. Il va y avoir que des équipes canadiennes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un championnat du Canada avant d'arriver en play-off. Et ça va être un niveau exceptionnel. Ça va épurer certaines Déjà, ça équipes, va épurer certaines équipes. Et puis surtout, en fait, c'est tous les amoureux de hockey, tous les amoureux du Canada vont regarder ça, puisque vous aurez Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver et Winnipeg dans la même poule. Et ils vont s'affronter entre eux. Il va y avoir on annonce déjà des chiffres d'audience record, puisque les Canadiens, en fait, finalement, ne regardent quasiment que les matchs entre leurs équipes. Ils ne s'intéressent pas trop au hockey américain, même s'ils sont dans la même division. Donc ça va être un show d'entrée en plus, puisque dès le lendemain, donc dès le jeudi, il va y avoir une affiche entre Montréal et Toronto. C'est des équipes qu'il faut savoir étaient rivales. Elles existaient avant la création de la NHL. Elles étaient rivales avant même la création du championnat. Donc ça va être très intéressant à suivre. Je vous ai fait un petit tour des favoris. Donc rapidement, bien sûr, le Lightning de Tampa Bay qui a été champion la dernière fois et qui est candidat à sa succession. Ça va être assez compliqué. Des spécialistes annoncent une dynastie qui va être mise en place par le Lightning de Tampa Bay, mais ça risque d'être compliqué. Finaliste vous l'avez dit, hein. Oui, vainqueur carrément. Finaliste, et les finalistes, c'était Dallas. C'est ça. Voilà. En plus, ils ont perdu donc leur joueur, le meilleur joueur, qui est Nikita Kucherov, qui a une grave blessure à la hanche, qui ne pourra pas jouer de la saison. Et, ils n'ont pas eu d'arrivée. Et ils ont un petit point faible qui est la défense, qui s'est un petit peu affaiblie. Mais bon, il va falloir réussir à compenser. Donc Dallas, qui était en finale, l'équipe pareil n'a pas beaucoup bougé. C'était la meilleure défense de la ligue, voilà. Et c'est une équipe très pragmatique qui, à mon avis, vous plairait, Jean. C'est-à-dire que c'est du hockey où on se prend pas la tête, on essaie surtout de marquer avant tout. Le beau jeu, on repassera. Oui, le sport quoi. Le sport comme vous l'entendez. Alors on va parler ensuite d'équipes un peu plus individuelles. Excusez-moi de vous couper, vraiment désolé. Oui. Leeds ce week-end. Ah oui, ils ont pris 0-4. Ouais. Ça, on en parlera plus tard aussi. Allez, ouais. excusez-moi. Ensuite, dans les Bruins de Boston, qui eux ont perdu leur capitaine, Zdeno Chara. Il a 42 ans. Il est parti à Washington. Et ils ont remplacé leur capitaine. Alors là, j'ai une petite anecdote pour vous. Vous me parlez souvent de leaders dans des équipes, notamment comme le PSG. Mais là, il pourrait peut-être prendre Bergeron, puisqu'il faut savoir qu'en 2013, il a gagné la Coupe Stanley. Le dernier match, il l'a fini avec une côte cassée. Et cette côte lui avait perforé le poumon. Il a joué un tiers-temps entier. Et il a gagné la coupe comme ça. Il est allé se faire à l'hôpital juste après la fin du match. Ouais. Et ouais, il y a des hommes, mais ok, hein, c'est un vrai sport. Hein. Les Capitals de Washington, il y a donc Ovechkin qui est un des meilleurs joueurs. On va dire en activité avec Crosby, un des joueurs qui bat tous les records, donc qui lui va tenter aussi d'amener son équipe à la victoire. Les Washington Capitals qui avaient gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans. Rapidement, un petit mot sur Edmonton avec Connor McDavid qui est la méga star du hockey actuellement. C'est la star qui monte, c'est un peu on va dire, le Mbappé, vous faire plaisir à Jean, c'est le Mbappé du hockey. Il sera accompagné de l'Allemand, d'ailleurs ça me fait une petite pensée à Lucas, l'Allemand qui s'appelle Léon Draisaitl, qui a été... Vous n'avez pas peur de parler les Allemands. Oui, mais qui a été MVP l'année dernière. Excellent. Ça, c'est une équipe qui plaira à Mehdi, puisque c'est une équipe qui base uniquement tout sur l'attaque. Une défense un peu moyenne, mais c'est une équipe qu'on prend énormément de plaisir à jouer. Même les gens qui connaissent pas trop le hockey le suivent. Et enfin, les Rangers, qui eux ont eu la bonne pioche. Ils ont Alexis Lafrenière, qui est un Québécois, qui est la pépite de la NHL, qui a été drafté. Et que beaucoup annoncent comme peut-être la future star du hockey mondial. C'est un Québécois. Affaire à suivre, voilà, pour Alexis Lafrenière. On compte sur vous pour... Je vous en parlerai, oui, puis il y aura les Français. Hein. Pierre-Édouard Bellemare, Antoine Roussel et Alexandre Texier. Je vous en parlerai
pendant la saison. Et comme la semaine dernière avec le football américain, je me suis tourné vers Kevin et Ouais. m'a dit eh ben non. Non, écoutez, surtout le hockey, je suis souvent seul. Mais au moins on a un bon point sur le football et sur le sport américain. Ouais. Ça c'est très bien dans l'émission. On va parler du TFC qui joue ce soir à Caen. C'est votre coup de cœur. Pourquoi ? J'imagine pourquoi, parce que coup de cœur peut-être. Oui. Le TFC en cas de victoire passe en tête du championnat de Ligue 2. Ouais, serait leader. Mais Ça dis fait que quand non. même assez bizarre de voir Toulouse en haut des classements et en plus ça dure. Donc voilà, c'est surtout ça. Non, je voulais parler du TFC. C'est pas forcément un coup de cœur, mais on l'a déjà très rapidement évoqué dans l'émission. Et donc effectivement, ça joue ce soir face à Caen. Mais c'était aussi pour évoquer le calendrier à venir, puisqu'ils joueront Grenoble samedi, qui est 4e de Ligue 2, Niort qui est aussi dans la première partie de tableau, le Grand Sochaux de Jean Sureda, Grand Sochaux, ouais. qui est pas Sochaux si mal que Toulouse ça, bientôt, messieurs, dames. qui est 7 ou 8e, Clermont au Serré 3 qui sont 2e, 3e et 4e. Donc voilà, un gros programme pour Toulouse, et en fait c'est juste pour réaffirmer quelque chose qu'on a peut-être déjà dit, mais en gros le 6 février, date du match face à 3, on saura si Toulouse peut vraiment espérer la montée ou pas. Parce que le classement sera favorable derrière, sur le papier du moins. C'est-à-dire que si Ah bah, Toulouse est premier ou deuxième, derrière ça va être tout est favorable pour peut-être sur le papier on parle. Bah ouais, l'horizon sera un peu dégagé, et puis voilà, à partir du moment où tu as battu les plus grosses équipes, normalement ça devrait dérouler. Pour ça, le TFC c'est donner les... Oh non, on n'est pas Sochaux, on perd pas contre les... Voilà, c'est ça. Parce que contre Sochaux est les- invaincu contre le top 6, mais alors Ouais. par contre derrière... Ah ouais. Ouais, C'est non mais catastrophique. pour réussir ça, le TFC en plus se renforce avec l'arrivée notamment d'un défenseur belge qui arrive de Genk de West, qui Expérience joue, là. expérience 29 ans, des tatouages partout, plairait beaucoup à Maxime, des Ah ouais, tatouages, ouais. ah ouais, Un c'est guerrier. impressionnant, Un ouais, guerrier. c'est ça, il est un peu guerrier, qui a toujours joué le haut du tableau en Belgique, qui a joué les Coupes d'Europe, donc un profil un peu à la des Jagereux mais derrière, donc normalement ça devrait être très bien pour stabiliser une défense qui prend quelques buts. L'arrivée d'un deuxième gardien, Peterson, donc voilà un jeune gardien suédois, mais promis à un bel avenir pour beaucoup de spécialistes. Dont voilà, vous on- sur les jeux vidéo. Exactement, moi je l'ai toujours pris, je l'ai toujours trouvé très bon. Il finissait toujours gardien de la Suède, il finissait toujours dans des clubs comme la Roma, des choses comme ça. Et ça fait arrivait quelques libre. années, il arrive libre surtout, et il prend la place normalement de Goico Echea qui est encore au club et à qui on cherche une porte de sortie parce qu'il est en fin de contrat au mois de juin. Et le TFC complétera sûrement son mercato avec l'arrivée d'un défenseur latéral gauche pour doubler Diver Machado. Donc alors si en plus il y a un bon latéral gauche pour derrière Machado, bon ben on sera sur la voie. Kevin, vous êtes La bonne d'accord, voie. vous êtes d'accord, c'est le tournant de la saison, là, enfin le mois et demi, on va le grossir, qui arrive, c'est le tournant de la saison. Le TFC est dans les 3 premiers à la fin de ce mois et demi. Toulouse, on peut le dire, montera en Ligue 1. Sur le papier, c'est faisable, quoi. Oui, après on n'est pas à l'abri d'une blessure ou quelque chose comme ça, mais Bien après sûr. c'est sûr que Toulouse déroule face aux petites équipes, sûrement la meilleure étape de Ligue 2 je crois, s'il me semble, donc Oui, bon, Avec Auxerre. donc voilà, donc ça déroule face aux petites équipes, on perd pas beaucoup de points, enfin Toulouse ne perd pas beaucoup de points face aux petites équipes, donc ça devrait le faire, Il y a eu s'ils sont en tête en tout cas. Il y a eu la mise en route difficile depuis le TFC, à part l'accident, le petit accident contre Valenciennes. Au bout de 3 ou 4 Euh, journées, ils étaient avant-dernier. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, ils se retrouvent deuxième, tout simplement. Donc c'est un parcours assez extraordinaire sur les dernières journées. Ouais. Et le match de ce soir, quand le TEF Du retrouve... Prasico, voilà. Garandico. Voilà. Non, mais un match. C'est-à-dire que l'entraîneur de Caen est l'ancien entraîneur du TFC, et Ouais. l'entraîneur du TFC est l'ancien entraîneur de Caen. Ça, c'est particulier. Et ça. 3 anciens Toulousains aussi à Caen avec JCP, Steve Yago et le 4e, le gardien, c'est Ryu, qui a aussi joué au TFC. Donc à mon avis, ils vont bien être remontés comme il faut, remonter comme des coucous, les Canets. Et malgré... Enfin, ils ont un gros effectif d'ailleurs, les Canets, ça tourne pas bien collectivement, c'est pas terrible. Quand on a du Prat. Je veux pas le dire. Mais pas- Moi, je le dis, Je moi, je veux le pas dis. le dire, mais voilà, il y a quand même de grosses individualités et avec de l'envie, ça peut faire très mal et à n'importe qui en Ligue 2, cette équipe-là, parce qu'elle est vraiment très bonne avec des joueurs qui ont le niveau Ligue 1, notamment Johan Cour. Oui. Donc voilà, un gros piège pour le TFC. Et encore une fois, je vais le dire, si le TFC s'en sort ce soir et arrive À l'emporter encore. s'il y a un match nul, c'est très bien. Et si en plus il y a victoire à Caen, alors là, moi, Ouais, il me après- coupe le souffle à chaque fois. Et Sochaux ce est serait allé génial, gagner quoi. 4-1 à Caen, donc si Toulouse n'arrive pas à Ah. battre Caen, je Oui, suis mais bon, ils désolé. sont, pas Mais la motivés, pression. ils sont pas motivés contre les petites équipes, quoi. Donc ils seront pas motivés ce soir. On reste sur Toulouse.
Le TFC joue ce soir et espère gagner. Par contre, il y a une équipe qui nous a fait plaisir hier, qui a pris sa revanche par rapport au match aller, qui a claqué 48 points comme ils avaient pris au mois d'octobre. C'est le Stade Toulousain qui, avec le match en retard de La Rochelle contre le Racing, prend la tête du top 14, Kevin. Ouais, voilà, le Stade Toulousain qui est leader. Donc, on va bien revenir sur le match d'hier soir, le Classico, où on a clairement vu qu'une seule équipe sur le terrain. Le Stade Toulousain a de suite pris les devants avec 3 essais en 25 minutes, notamment celui du G où les avants et 3/4 toulousains ont enchaîné 4-5 passes après contact. Un magnifique essai, un gros match parce que du côté parisien, on avait quand même envoyé une grosse équipe, l'équipe solide avec les meilleurs joueurs, notamment la troisième ligne Matera, Kremer. Mais il y avait un niveau d'écart et franchement, on s'est régalé sur ce match parce que ça a envoyé du jeu 48 à 24. Donc voilà, c'est le meilleur match sur Canal, je crois, les notes. Ouais. Donc, voilà. 16,80 je crois pour la note de Canal, qui est diffuseur du match, ce qui est énorme, hein, forcément, c'est énorme, bien sûr, on l'imagine. Et donc voilà, c'est aussi un coup de cœur sur l'équipe parce que la dynamique du groupe est excellente, 7 victoires consécutives, notamment le retour des internationaux. Et on a un peu cette impression sur ces derniers matchs de revoir le rouleau compresseur du Stade Toulousain, champion de France il y a 2 ans. Quoi. J'ai l'impression, Maxime, que c'était encore plus impressionnant il y a 2 ans, courant février, cette période-là, février-mars, le Stade était absolument impressionnant, surtout en période de doublon et surtout en championnat. C'était plus impressionnant en 2019 ou là on est quand même sur les mêmes bases, sur le même délire? On est un peu sur les mêmes bases et puis après il faut savoir en plus c'est ça, il manquait Colby, il manquait Ntamak, il manquait Cross, Bonneval aussi qui s'est pété au début de la saison. Oui, il y a 7 ou 8 blessés. Il manque vraiment du monde. Donc non, le stade ils sont impressionnants, ils ont bien géré les doublons. Là en plus ils ont avoir un peu de repos entre guillemets malheureusement. Avant de jouer La Rochelle. La Coupe d'Europe va s'arrêter. Donc c'est tout bénef pour le stade. Là, ils ont repris la première place puisque La Rochelle n'a pas joué. Ils sont premiers mérités. Hier, on a vu un feu d'artifice. C'était absolument exceptionnel ce match. Ouais. Et moi, j'ai un coup de cœur sur ce match. Alors, écoutez bien, chers auditeurs, je vais faire un coup de cœur sur l'arbitre. Alors, Tual Trenini, c'est bien ça, qui enfin a respecté le jeu, que même les joueurs et le staff du Stade français n'ont strictement rien dit. Fait de jeu, tout simplement, on va faire très vite par rapport au timing. Le Stade marque un essai, la vidéo lui demande attention, on va regarder quand même s'il y a un en avant. La passe de Dupont, la passe de Dupont est limite, mais il y a un angle où on voit qu'elle est en avant, il y a un angle où on voit qu'elle est en arrière. La VAR lui dit, parce que ce qui est fantastique le rugby, c'est qu'on entend la VAR, c'est ce qu'il faudrait pour le foot. On entend la VAR au rugby, donc l'arbitre de la VAR lui dit, il faut refuser l'essai parce que regarde sur cette caméra, il y a en avant. L'arbitre dit, excuse-moi, mais c'est loin d'être évident, je vais accorder l'essai. Merci d'arrêter de nous saouler, d'arrêter de nous priver d'essais et de nous priver des buts pour 4 cm. Et je pense que n'importe qui, n'importe quel club, n'importe quel dirigeant, n'importe quel joueur, prendre un but, prendre un essai pour 3 cm, il s'en fout. Ok, le mec est en jeu d'1,5 mètre, il est en jeu d'1,5 mètre, il a passé en avant de 3 mètres, la passe elle est en avant de 3 mètres, c'est bon, on arrête. Mais pour 3 cm, merci. Enfin, on a accordé un essai, un but, c'est ce qu'il faudrait faire tout le temps. Non, mais c'est surtout que sur le match d'hier, c'est qu'en fait, il y a un angle où il y a un avant et un angle où il n'y a pas un avant. Mais c'est ça. Donc à partir du moment où il accepte il accepte l'essai, il y a doute, il y a essai. Mais c'est tout simple, franchement, il a très bien arbitré. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est l'arbitre vidéo qui dit de refuser l'essai en sachant qu'il y a 2 angles différents où il y en a un où il y a un avant et l'autre pas un avant. C'est surtout lui qui fait une connerie et c'est l'arbitre central qui rectifie ça. Ouais. Et même les joueurs du Stade français n'ont strictement rien dit, ils le voient. Par contre, dans l'autre sens, c'est pas très cohérent avec mode de pensée, ce genre de choses. Ah, moi, je suis contre la VAR, moi. Non, mais par rapport au fait que vous êtes quelqu'un qui est plus pour la victoire à tout prix, quoi. Je veux dire, je vois ce qu'il veut dire un peu moins romantique. Alors, mais la justice, tout ça. Là, non, pas sur ça. Quand c'est pour Sochaux, pas de justice. Un mot, je vous donne 30 secondes, pas plus, ça suffira. Pour parler de. Oui, du retour de Conor McGregor, notre Irlandais favori qui revient la semaine prochaine. Donc je vous présenterai le combat contre Dustin Poirier. Dustin Poirier, je vous en parle souvent aussi. Il avait affronté Khabib Nurmagomedov il n'y a pas longtemps. C'est un des seuls qui a réussi à le mettre en doute, Khabib, à peu près on va dire. Et du coup là il va affronter Conor pour le grand retour. Ça va être un combat très intéressant. Il y a déjà le record des records qui vont être annoncés, notamment pour tout ce qui est télévisuel, tout ça. Ça va être la folie encore. Donc je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Merci Maxime, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine, et comme chaque semaine, Kevin Carrière à ma gauche nous présente un match. On avait parié sur Colomiers-Vannes la semaine dernière, écoutez ce qui s'était dit.
Maxime Brossard. 25-13. Je mets un 21-18 pour Colomiers. Mehdi. 12 partout. Romain. 23-14, c'est bien ça. Coraline. 23-19. Et Kevin. 16-13. Le score final, Van a gagné 20-19 pour un petit point. Pour un petit point, Mehdi est passé proche de l'exploit. Il avait dit un match nul. Enfin, en même temps, pour marquer un point au rugby, c'est compliqué. Pardon ? Donc je suis pas passé si près que ça au final. Un point Un d'écart point, en c'est rugby, impossible, un ouais. point c'est possible. Oui, non, mais je veux dire, pour un point, il y aurait pu avoir un essai en moins, 2 pénalités Oui, en plus. bien Enfin, sûr, voilà, oui, on est d'accord. Vous me voyez venir. Donc, personne n'a gagné ce week-end. Je vous félicite pas. Bon, moi, on sait que je C'était gagne dur à jamais, trouver. mais hein. c'était quand même dur à trouver. Je tiens à signaler que jusqu'à la fin de l'hiver, je parierais des matchs nuls sur les matchs de Colomiers. En plus, je crois que Colomiers, ils n'avaient pas perdu, je crois, depuis septembre 2019 à la Ouais. maison. Oui, Contre c'est- Soyeux. C'est incroyable. Et de ce que nous disait Kevin la semaine dernière, C'est Van ça. a confirmé son statut de meilleure équipe à l'extérieur Ouais. de Ouais, la Pro D2. C'est ça. Un autre sport qui est quand même très difficile à parier, c'est pas comme le football ou comme le volley par exemple. Là, on va en parler tout à l'heure, juste après la pause du handball avec l'équipe de France de handball. Mais là, on va quand même parler sur ce match, sur ce France-Norvège, une affiche de finale dès le premier match des poules, Kevin Carrière. Ouais, c'est ça. Jeudi 20h30, la Norvège affronte la France. Premier match du championnat du monde de handball qui aura lieu en Égypte et qui a huis clos, diffusé sur beIN Sport. Une équipe de France en plein doute qui sort de 2 matchs très moyens face à la Serbie. Un adversaire loin d'être un gros calibre du handball mondial et qui n'est pas qualifié pour les championnats du monde. Un adversaire qui ne voyait pas le jour face à l'équipe de France il y a encore quelques années. Mais là, une défaite 27-24 et un match nul 26-26 en qualification à l'Euro. Donc pas la meilleure des préparations avant ce gros match face à la Norvège. Surtout que c'était les 2 premiers matchs en tant qu'entraîneur de Guillaume Gilles. Et surtout que le premier match sera face à la Norvège, vice-championne du monde en titre, médaillée de bronze au dernier championnat d'Europe l'année dernière. Compétition où elle avait d'ailleurs battu l'équipe de France qui avait été éliminée lors du premier tour de la compétition. Et puis surtout que c'était la finale de la Coupe du Monde 2017 où la France l'avait gagné, la grande équipe de France de Didier Dinard, le sélectionneur à l'époque, où ils avaient battu à Paris, en plus c'était à Paris, l'équipe de Norvège où ils étaient malmenés je crois de mémoire en première période avant de retourner avec Valentin Porte qu'on avait reçu Oui, dans c'est l'émission il vrai. y a 2 ans. Donc 20h30 chez nos confrères de beIN Sport pour France-Norvège. Messieurs, on va passer au pronostic. Moi je vous le donne tout de suite, je vois la Norvège s'imposer 31-29. Maxime. Victoire de la Norvège, 25-22. Donc 22-25. Ouais. Romain. Je vais dire victoire de la France, Ah. 28-27. 28-27. Coraline. La France aussi, 25-20. 25-20. Kevin. La Norvège 28-24. Donc 24-28. Et Mehdi. 32-25 Norvège. 32-25. 32-25 Norvège. Résultat donc jeudi prochain. On va continuer à parler de handball juste après la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question du jour où vous avez 3 minutes, 4 minutes pour y répondre. Après on parle de ce sujet. J'ai choisi un petit sujet léger. Je vais même bizarrement vous donner le sport. Je vais vous donner le rugby. Ah. Pourquoi on regarde, on ziote vulgairement parlant de plus en plus la saison 2010-2011 de Top 14. Qu'est-ce qui fait que je me suis dit, bah tiens, je vais regarder et je tombe sur 2010-2011. Le plus petit total de points d'une Eh équipe en ben top déjà, 14. tout de oui, suite, bravo. c'était bravo. Ah oui, Très, pour très, Agen, très, très bien, c'était Bourgoin. Bon, ouais. Alors Bourgoin avait officiellement 6 6 points, mais ils en avaient en tout 11. Ils avaient pris 5 points de pénalité le 4 janvier 2011 pour un déficit de 1,5 million d'euros. Oui, c'est ça, surtout. Donc voilà, ils avaient accepté, mais surtout ils avaient que 2 victoires dans toute la saison. Agen est en train C'est de déjà mieux battre. qu'Agen. Hein. Agen est sur les bases du record avec seulement 2 petits points, 2 bonus, Ce parce que bonus, c'est ouais. 14 défaites en 14 matchs. Est-ce qu'Agen peut battre ce record de Bourgoin, messieurs? Ils sont bien Je partis. sais pas si c'est un record, on va dire parti pour le battre, mais ouais, bah, à mon avis, ouais, c'est Agen. Bah, ils préparent la prochaine saison. Hein. Ouais, ils c'est sont ça. déjà tournés vers la Pro D2, je Et pense. cette année-là, en 2010-2011, Agen avait terminé 10e en étant promu avec 51 points. Ils avaient gagné 11 matchs. Donc, Ah voilà. oui, ouais, mais c'était une autre époque, ouais. Et c'était le Stade Rochelet qui était descendu avec Bourgoin à cette Ouais, époque. avec Bourgoin. Non, mais bon, ouais, on sent qu'il y a quand même un gap. On voit qu'ils font des bons débuts de match à chaque fois, mais ils n'arrivent pas à tenir sur la distance. Pourtant, ils ont des joueurs assez expérimentés. Gérondeau, Abadi, c'est ils ont Lagarde aussi à l'ouverture qui est pas mal. Mais ouais, je pense qu'ils sont dans une spirale négative. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a eu des problèmes de vestiaire. Il y a eu une bagarre entre les gars de la même équipe. Changement de staff. Tout Régis Son qui
Gallet, qui est un excellent entraîneur, il n'arrive pas non plus à faire des miracles quand on a un effectif comme ça. Puis ils n'ont pas non plus une profondeur de banc qui est importante. Donc dès qu'il y a un blessé, derrière c'est compliqué. Ouais, il y a tous les voyants qui sont allumés pour dire qu'ils vont descendre, un peu comme Perpignan. Perpignan, quand ils étaient remontés, ils avaient fait une série incroyable aussi, je crois, je sais plus combien de défaites, je crois, je sais pas, 14 ou 15, je crois. Et avant de redescendre, c'est là qu'on voit que ça se resserre, quoi. Les deux divisions sont en train de se resserrer. Regardez ce que j'ai noté sur ma feuille. Top 14 Pro D2, la différence. Superbe transition, messieurs. Voilà. Est-ce que ça montre bien Perpignan l'année dernière qui ne fait strictement rien en top 14, qui a été promu, Agen qui ne fait strictement rien. Est-ce qu'il faut vraiment passer au top 12 au-delà de l'économie? On en parlait durant la période là depuis un mois et demi. Est-ce que même au niveau sportif il ne faut pas passer à un top 12 parce que même les promus ne font strictement plus rien, ils n'y arrivent plus? Ouais, ça devient trop facile pour les autres. C'est-à-dire qu'au bout de 3 matchs, on sait déjà presque qui c'est qui va descendre. Et je pense que pour l'image du top 14, c'est pas terrible. Heureusement que la lutte pour le top 6 est très intéressante. Parce que pour le bas de classement, effectivement, c'est pas du tout intéressant. Ouais. Quoi. Alors que quand on voit des championnats au foot, au basket, etc., les luttes peuvent durer assez longtemps. Quoi. Kevin Carrère. Ouais, après, en plus, il y a cette 13e place qui est même pas, où tu descends même pas, en fait. Donc, en fait, même si tu finis 13e, tu peux quand même te maintenir. Donc, là, comme on sait qu'Agen va finir dernier sans surprise, il n'y a plus trop d'intérêt. Mais maintenant, il n'y a quasiment que le dernier. Alors, on va l'expliquer. Ouais. Le dernier descend direct en Pro D2. Le 13e joue contre le finaliste de la finale d'accession. En Pro D2, il y a une finale entre les deux premiers. Le vainqueur va en top 14 à la place du 14e. Et donc, le finaliste joue un barrage contre le 13e sur un match, à domicile, sur un match. Et le vainqueur, forcément, reste ou accède au top 14. Je pense qu'en plus, en parlant de ça, c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière, je crois qu'on en avait parlé. Vannes, moi je vous dis, je les vois pas monter s'ils doivent se taper un barrage contre une équipe de top 14. Je pense pas qu'ils seront assez solides. Vraiment, en plus, la seule façon de monter, c'est quand même déjà c'est de remporter le titre et de prendre la place d'Agen du coup. Parce qu'après, je trouve que les équipes de bas de tableau cette année en top 14, elles sont quand même équipées et ça joue, quoi. Donc je vois pas une équipe de Pro D2 vraiment réussir à déstabiliser une équipe de top 14 cette année. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir changer des choses au rugby. Sans me moquer de Coraline et de Pau, quand on voit que des clubs comme Pau, comme Bayonne, comme Brive sont largement au-dessus des 2 premiers, des 3 premiers de Pro D2, c'est qu'il y a quand même un certain problème. Il y a des billes. Moi, il y aurait danger peut-être plus pour Bayonne, qui était en Pro D2 il n'y a pas longtemps, qui a encore un effectif un peu aux allures d'équipe de Pro D2, on va dire un peu Pro D2++. Ouais, mais ils sont bien lancés avec leur match de retard, ils sont pas en danger. Ça devrait aller, mais je veux dire, s'ils devaient disputer un barrage, je pense que ce serait la seule équipe qui serait vraiment en danger, parce que Pau, tout pas bon qu'ils sont en ce moment, même s'ils prennent Perpignan, il n'y aura pas photo, je pense. Et on suivra l'actualité. Alors là, il y a une pause de 15 jours, un minimum. Il y aura peut-être les matchs en retard qui vont se jouer durant les 15 jours parce que la Coupe d'Europe est suspendue. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité Vincent Griveaux. À tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est l'un des plus anciens membres du staff de l'équipe de France de handball. Depuis 2004, et sous Claude Onesta, Didier Dinard et maintenant Guillaume Gilles, Vincent Griveaux, responsable vidéo des Bleus, y est forcément pour quelque chose à tous les titres tricolores. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous la veille du départ en Égypte pour le Mondial 2021. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Merci également à Hubert qui nous permet tous les jours, tous les ans, de recevoir un membre de l'équipe de France de handball avant l'Euro, avant la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit en présentation, vous avez tout connu avec les Bleus. Vous y êtes forcément pour quelque chose, non, le responsable vidéo? Responsable pour quelque chose, peut-être un petit peu. Enfin, en tout cas, on l'espère quand on y passe beaucoup de temps et qu'on reçoit évidemment un peu de la part des joueurs beaucoup de confiance. Donc, écoutez, la vidéo a pris beaucoup de place dans notre activité depuis les débuts des années 2000 et effectivement, ça fait partie maintenant des
incontournables de la performance. Vous l'avez dit, je l'ai dit ici, on va le redire. Vous êtes le responsable vidéo de l'équipe de France de handball. Pour les auditeurs qui ne suivent pas vraiment le sport, expliquez-nous en quelques mots à quoi tient votre rôle et votre job. Le job, c'est de passer beaucoup de temps devant les images de nos adversaires pour décrypter les stratégies et d'essayer de conseiller au mieux les entraîneurs et les joueurs sur le terrain. Ça vous arrive de trouver quelque chose et de le dire à l'entraîneur, ou c'est vraiment l'entraîneur qui vous pointe, attention, il faudrait peut-être regarder si en une défense à 5 ou une défense à 6 ça va pas. Voilà, c'est dans quel sens ça va? C'est un peu des deux? Oui, c'est évidemment un peu des deux. C'est un regard supplémentaire sur l'adversaire. Je me considère vraiment comme un spécialiste de l'activité, pas seulement quelqu'un qui décrypte ou qui découpe des images, mais vraiment comme un entraîneur qui passe plus de temps que l'entraîneur principal à regarder les images, pendant que l'entraîneur principal, lui, est sur le terrain. Pour être à ce niveau, il faut être un handballeur passionné d'informatique ou un informaticien passionné de handball? C'est exactement ça. C'est plutôt un entraîneur passionné d'informatique, oui, c'est mon cas. C'est votre cas. Vous avez été joueur de handball, c'est bien ça? Oui, j'étais joueur de handball, j'ai failli toucher le haut niveau, mais au moment de faire le choix, je préférais devenir un bon entraîneur plutôt qu'un joueur moyen. Donc j'ai fait un choix relativement tôt de m'orienter vers quelque chose qui pouvait m'amener plus vers les équipes de France. Oui. On parle souvent des coachs adjoints, des médecins, mais assez peu des analystes vidéo finalement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'homme de l'ombre du staff de l'équipe de France là en l'occurrence, mais tous les analystes vidéo sont l'homme de l'ombre des staffs et des clubs aujourd'hui? Oh oui, certainement, mais parmi d'autres, parce que les staffs maintenant sont très étoffés. Hein. Vous avez des gens qui s'occupent de la vidéo, mais vous avez aussi d'autres personnes qui s'occupent de plein d'autres choses autour des joueurs et des entraîneurs, et qui sont tout aussi importantes pour la réussite d'une équipe ou d'un joueur. Combien de temps vous prend à préparer un match et combien de matchs vous regardez pour vous faire vraiment une idée précise sur, par exemple là pour jeudi, bon la Norvège est connue, on connaît un peu tous l'équipe de Norvège au handball, mais ça vous prend combien de temps pour préparer un match? Jusqu'au moment du départ, c'est-à-dire que maintenant mon rôle c'est aussi de pouvoir jusqu'au dernier moment et même pendant le match donner des informations aux joueurs et aux entraîneurs. Donc je dirais que je m'autorise sur tout ce mois de janvier qu'on va passer en Égypte comme d'habitude, c'est-à-dire à peu près 3 heures de sommeil par jour, et puis le reste c'est avant tout être disponible pour tout ce petit monde. Donc un match ça peut représenter en soi le temps du match, parce que je traite les images en direct pendant que ça se déroule. Donc je fais déjà cette analyse dans l'urgence, et puis après tout le reste du temps c'est consacré à découper les images, à essayer de répondre aux besoins des entraîneurs et des joueurs quels qu'ils soient. Donc la porte de ma chambre est toujours ouverte. Sauf 3 heures par nuit. Est-ce qu'on est d'accord, et vous l'avez un petit peu dit, surtout avec 3 heures de sommeil, j'espère que vous dormez plus hors période, mais c'est le plus gros du travail, c'est là où, pareil, je vais redire vos mots, mais vous dormez absolument pas, c'est le plus gros du travail en ce moment pendant les compétitions, l'Euro, les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde? Oui, bien sûr, mais c'est le meilleur en même temps, donc on oublie vite qu'on peut manquer de sommeil. Après, c'est vrai que le reste de l'année, l'idée c'est de surveiller ce qui se passe au niveau du handball dans le monde entier. Donc je reste toujours très très attentif avec mes autres collègues à récupérer des images des évolutions du handball tant dans les clubs qu'auprès des équipes nationales, de façon à ce qu'on puisse anticiper pour le rassemblement prochain les évolutions, les gens qui chercheraient à nous battre, et puis essayer de trouver avant eux, en tout cas, les bons choix pour qu'on maintienne les résultats que sont les nôtres depuis maintenant quelques années, oui. Qu'est-ce qui est le plus dur à préparer un match contre la Norvège, ou alors plus dur, tout dépend quel angle on prend. Bien évidemment, défendre et trouver des failles dans l'équipe de Norvège, ça reste quand même compliqué, mais qu'est-ce qui est plus dur? C'est de trouver des vidéos contre la Norvège, ou de trouver des vidéos contre des équipes qui sont absolument pas réputées, et à préparer et à trouver un style de jeu contre ces équipes peu réputées? Alors, je crois qu'il n'y a pas vraiment de difficulté supérieure à une autre quand vous jouez des équipes qui sont maintenant parmi le top mondial comme la Norvège. Il n'y a pas besoin de préparer beaucoup de vidéos, je dirais, basées sur l'émotionnel, parce que nos joueurs sont évidemment très très motivés pour les jouer.
Et puis vous rencontrez d'autres difficultés quand vous jouez des équipes plus exotiques, parce qu'effectivement vous les connaissez moins, et là vous êtes plutôt en train d'imaginer comment maintenir la vigilance chez nos joueurs. Donc chaque équipe a vraiment son lot de difficultés et on les prépare avec le même respect et le même temps. Vous êtes en poste depuis 2004 et à l'époque il n'y avait pas vraiment les moyens d'aujourd'hui. J'imagine que vous le voyez, vous, c'est plus facile de travailler aujourd'hui dans la vidéo qu'à l'époque. Oh, je pense que j'y passais déjà beaucoup de temps à l'époque, sauf que c'est vrai que bon, je suis arrivé après l'époque de la cassette VHS quand même, hein, donc on avait déjà des disques durs à l'époque, ils étaient juste beaucoup plus gros et beaucoup plus lourds, donc ça nous prenait beaucoup de temps compte tenu des moyens de l'époque. Bon, maintenant, je dirais qu'on est capable de faire plus de choses dans le même temps, mais après les journées sont les mêmes, hein, elles font quand même que 24 heures. Et le handball est devenu plus professionnel, ça passe par la vidéo. Ça aussi, vous sentez qu'il y a une plus grande attente de la vidéo de la part des entraîneurs, même de la part des joueurs déjà? Est-ce que les joueurs en demandent de la vidéo? Oui, bien sûr. Et puis quand ils sont pas devant un match de handball, de toute façon, ils sont devant les consoles de jeu. Donc la télé, ça fait partie aussi de leur quotidien, les images. Et c'est vrai que plus les jeunes débarquent dans l'équipe de France, plus ils sont habitués à l'image, à se voir, mais aussi à regarder les images des autres. Donc oui, ça fait maintenant partie de la haute performance. Et les joueurs terminent actuellement l'entraînement, je crois bien. Ça vous arrive d'intervenir sur des entraînements où c'est vraiment la partie du coach, Guillaume Gilles en l'occurrence là? Non, je crois qu'on a en plus maintenant un entraîneur qui partage beaucoup, qui confie des responsabilités à son staff. Donc oui, j'interviens. Alors évidemment pas directement sur le terrain en soi, parce qu'ils sont déjà 2 et c'est bien suffisant. Mais effectivement, on utilise l'image pendant l'entraînement pour faire un retour vidéo immédiat aux joueurs pendant l'entraînement. Donc oui, j'ai une intervention grandissante auprès d'eux. Mais bon, après, comme tout analyste, je crois que les images, elles ont de la valeur auprès des joueurs seulement par qui les donne. Donc ça veut dire que si je suis méconnu des joueurs, eh bien ils vont me pas donner beaucoup de crédit à mes images. Si par contre je suis dans leur intimité, ils vont évidemment trouver beaucoup plus d'intérêt à ce que je leur montre. Donc j'essaie d'être très proche d'eux. Quand le match commence, c'est là où vous avez terminé votre travail ou vous travaillez aussi en direct? C'est le plus dur commence là ou pas? Le plus dur commence évidemment pendant le match, y compris pour moi, parce que j'interviens évidemment pendant que le match se déroule, en donnant de l'information directement aux entraîneurs sur le banc de touche. Donc non, le travail ne s'arrête pas à ce moment-là. On est complètement dans les mêmes temps forts, que ce soit les joueurs, entraîneurs ou moi, analyste, pendant le match. Ouais. Pour terminer, jeudi, il y a une finale avant l'heure, on en a un petit peu parlé, c'est le France-Norvège. On le prend comment ce genre de match? C'est de se dire c'est très bien, on est tout de suite dans le vif du sujet, ou la mise en route risque d'être compliquée, voilà, il va falloir être prêt tout de suite? Et oui, il va falloir être prêt tout de suite parce que, comme vous le dites, c'est pas une finale avant l'heure, mais on sait bien que ce premier match est toujours très important, d'une part pour la confiance, ensuite pour les points, parce que c'est pas un match à élimination directe, hein, on ne sera pas éliminé si on perd. Mais c'est un match qui compte, et ne serait-ce que pour marquer des points dans le regard de nos adversaires que l'on risque de rencontrer pour la suite de la compétition. Donc c'est important de bien figurer et on fait tout pour s'y préparer. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bon courage pour le Mondial 2021 où vous partez en Égypte demain matin avant d'affronter donc la Norvège jeudi. Compétition à suivre chez nos confrères de beIN Sport. Nous on va pouvoir passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Le 22 décembre dernier a débuté la 72e saison de NBA. Amputée par son ambiance légendaire et ses supporters, le meilleur championnat du monde s'adapte à cette période si particulière. L'occasion pour nous de faire un mini bilan et de vous présenter la saison. Bon messieurs, j'en ai parlé un petit peu, tout à l'heure. Vous ne l'entendrez pas pendant un quart d'heure. Voilà, je vous laisse la parole, je vais juste vous guider, je suis le chef d'orchestre. J'ai assez parlé durant cette émission. La question, et je vais reprendre un petit peu les mêmes questions que la semaine dernière
Je rigole, je suis désolé, je suis obligé de le dire, Coraline. Coraline est en face de moi. Vous pouvez regarder sur YouTube, le YouTube de l'émission. Elle est en face de moi et en fait, bon, on peut le dire, Coraline. On peut le dire. Vous avez un épi et vous n'arrêtez pas de vous regarder dans la glace, mais vous êtes devant moi. Reflet, en fait, et je vous regarde et je vois mon reflet et ça me perturbe, quoi. Voilà. Je disais, j'ai pris les mêmes questions que pour le débat sur le top 14 la semaine dernière. Le niveau global de ce début de saison de NBA, Kevin, vous le trouvez comment ? Bon, assez faible, hein, il n'y a pas eu de pré-saison, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, donc c'est assez compliqué pour les joueurs qui en plus en NBA ça enchaîne beaucoup, donc pour le moment on ne peut pas se faire d'idées claires sur le niveau, quoi. Surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs qui ont été joués, quelques matchs reportés, il y en a eu un hier, il y en a encore 2 ce soir. Mehdi. Non, mais comme l'a dit Kevin, c'est la suite de la pré-saison. D'habitude, l'intersaison dure 6 mois, il y a des équipes qui n'ont eu que 2 mois. Et au basket, c'est très très long à mettre en place, les systèmes, la défense, surtout la défense. Voilà, donc il y a des grosses fluctuations de score entre les équipes, c'est-à-dire que par exemple, une nuit, l'équipe elle va perdre de 50 points, et la nuit d'après, on ne sait pas pourquoi, quand une meilleure équipe, elle va gagner de 30. Donc voilà, il y a des hauts, des bas, et je pense que la saison va vraiment commencer d'ici un petit mois, quoi. La fin janvier, je pense qu'on en saura plus sur le niveau de toutes les équipes. Maxime Brossard. Ouais, en plus, c'était le phénomène dont Kevin parlait un peu la semaine dernière, les fameux blowouts qui faisaient sortir les joueurs clés un peu assez rapidement dans les matchs, ce qui prouve qu'en fait, tout le monde est en rodage et qu'il n'y a pas forcément un enjeu exacerbé, je pense, pour ces rencontres de début de saison. On va parler tout de suite du protocole Covid, messieurs. Je me tourne vers vous. Mehdi, expliquez-nous, parce que on va vulgariser la chose, mais dans le football, on a le droit de jouer à partir du moment où on a 13 jours dans l'effectif. Dans le rugby, c'est attention, s'il y a 3-4 joueurs pour le Covid, on fait match annulé. Au basket, en NBA, c'est quoi ? 8. Il faut 8 joueurs disponibles pour pouvoir jouer un match, en sachant que les joueurs, c'est un protocole très, très strict. La NBA a son propre protocole. C'est un test tous les jours pour les joueurs. C'est pas tous les 3 jours. Après, c'est pas celui apparemment qui est au maximum. Celui-là, il est tous les je sais plus combien de temps. Ensuite, effectivement, à chaque fois qu'il y a un positif dans une équipe, on l'a vu notamment avec Seth Curry, le joueur des Philadelphia Sixers, on établit les cas contacts en fonction de avec qui il a déjeuné, etc. Et notamment Vincent Poirier, le joueur français, en parlait. Il a juste mangé à une table à 4 mètres de Seth Curry. Il lui a pas parlé ni rien, mais il est déclaré cas contact, donc c'est hyper strict là-dessus. Donc quand on est cas contact et qu'on a des tests négatifs, c'est 7 jours de quarantaine, et quand on est déclaré positif au Covid, c'est 14 jours. Et quand on sait que la saison ne fait que 70 matchs, pour un exemple, Jason Tatum, là, qui vient d'être déclaré positif, il va quand même rater 7 matchs de son équipe au minimum. Donc c'est quand même assez énorme quand on a des joueurs clés qui ont le Covid. Ça peut avoir une grande importance sur la saison. Il y a l'impact Covid et il y a l'impact intersaison. Je veux qu'on y vienne dessus, on va rester un peu là-dessus. Je reprends les mots de Mehdi par téléphone hier soir. Normalement, l'intersaison en basket, c'est en gros 5 mois à peu près. Là, ça a duré 2 mois. Il y a un vrai impact, messieurs, c'est la question que je vous pose, que sans doute des auditeurs se posent. Est-ce qu'il y a un vrai impact sur le fait qu'on passe de 2 mois de repos à 5 mois ? Juste, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois de repos pour les 2 finalistes, les Lakers et le Heat. Alors que, par exemple, des équipes qui n'ont pas été dans la bulle NBA, ça fait 9 mois qu'ils n'ont pas joué. C'est incroyable. Et eux, ils ont eu le temps de préparer les choses quelque part. Voilà. Ils sont peut-être à court de rythme parce qu'il y a très peu de matchs amicaux. Il y en a eu 2-3 par équipe, mais bon, ils sont un peu plus prêts peut-être, ces équipes-là, et on le voit, les équipes faibles ne le sont pas forcément en début de saison parce qu'elles ont eu plus de temps pour se préparer, quoi. C'est ce qui va se passer. Tout à l'heure, je vous parlais de hockey, c'est pareil. C'est l'équipe d'Anaheim, par exemple, qui pointait ça. C'est que déjà, ils ont une équipe faible, et en plus, comme ils n'ont pas eu droit à des playoffs, ça fait presque un an, carrément. Presque un an, puisque la saison était en janvier dernier. Donc, pour des professionnels, pour des pros. Presque un an sans jouer pour certains. C'est même dangereux physiquement. Ouais. Non, et puis la compétition, c'est hyper important pour garder les mecs motivés, et puis pour le public, pour tout le monde, et même dans le monde amateur, pas seulement dans le monde professionnel. Il faut pouvoir les garder, et la compète, c'est la motivation quand même. Kevin Carrère. Oui.
Bah oui, c'est sûr, hein, franchement. En plus, là, on a eu pas mal de grosses blessures. On a eu 2-3 fractures, enfin les ligaments C'est ça le croisés. danger, ce sont c'est les ça, blessures aussi. Soit on joue pas assez, soit on joue trop vite, quoi. Oui, il y a eu 2-3 ligaments croisés là en une semaine. Enfin, c'est quand même beaucoup. Et donc, c'est la santé des joueurs là qui inquiète un peu, en plus de tous ces protocoles des équipes qui ont pas assez de joueurs, Mais bon, les cas contacts un peu hasardeux. la NBA, le porte-parole de la NBA a quand même annoncé qu'il s'y était préparé. Voilà, c'était quelque chose qui était attendu, les reports de match, même si la saison est serrée. Donc apparemment, ils ont des solutions et on verra lesquelles. La saison se termine fin juillet en 2021, sachant qu'entre-temps, il va falloir caler 2 semaines de Jeux Olympiques. Donc bon, après, il y aura Normalement, c'est finira censé se finir juste avant les JO pour que les stars américaines puissent y aller. Puissent y aller. Ils peuvent tenir sur toute une saison des joueurs comme ça. Vous avez dit, il y a 10 matchs en moins sur la saison régulière par rapport à d'habitude. Mais là, c'est un calendrier plus que serré. Alors, c'est-à-dire, même pour caler des matchs reportés, ça va être tendu. Alors, ils se sont adaptés aussi à la situation. C'est-à-dire qu'il y a une limitation des nombres de voyages. Par exemple, dans une saison, je dis une bêtise, New York pour aller à Portland, qui est à l'autre bout du pays, ils pouvaient y aller une fois en décembre et une fois en mars. Là, par contre, s'ils ont 2 matchs à jouer là-bas, eh ben, ils les jouent par zone. voilà, ils les jouent le samedi et le dimanche, quoi. Ils enchaînent. Voilà, donc c'est beaucoup plus concentré. Et en fait, il y a beaucoup moins de voyages pour les joueurs. Il y aura peut-être moins de fatigue de ce côté-là. Par contre, il y a beaucoup plus ce qu'ils appellent des back-to-back, c'est-à-dire des matchs, c'est-à-dire qu'on joue le lundi, on joue le mardi, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est assez hallucinant. Moi, je me posais la question surtout de savoir quand est-ce qu'ils s'entraînaient. En fait, ils s'entraînent encore, quoi. Jamais. Donc, Killian Hayes, par exemple, qui était un rookie qui est arrivé en NBA, et il y a LaMelo Ball, etc. Il y avait des papiers qui expliquaient qu'en fait, avant de démarrer la saison NBA, les jeunes qui ont été draftés, c'était mi-novembre, n'ont eu que 5 entraînements. C'est fou. 5 entraînements avec leur équipe. Et durant la saison, comme ça s'enchaîne, il n'y en a pas forcément beaucoup plus. Donc voilà, c'est hyper compliqué. Au niveau de la préparation physique, tout ça, comment ils font ? Est-ce qu'ils ont le temps de... Il y a eu un peu de prépa individuelle. Individuellement, est-ce qu'ils ont même le temps, eux, de s'étoffer un peu parce que c'est compliqué, quoi, j'ai l'impression. Avec l'enchaînement, on travaille aussi, quoi. Puis les voyages en avion aux États-Unis, il y a du décalage horaire. C'est vrai, on ne se rend pas compte, nous, Mais souvent, les Français, alors par exemple, pour le foot, pour la MLS, ils le disent. Ils disent attention, là, c'est un championnat vraiment bizarre parce que tu peux traverser le pays. Mais traverser le pays, c'est pas comme faire Strasbourg-Nantes. Ah non. Traverser le pays, c'est faire 4 fois Strasbourg-Nantes, mais 4 fois dans la semaine, etc. Avec des heures en moins. Et des heures en moins et des heures en plus. C'est un peu comme si c'était l'Europe, quoi. C'est un peu comme si on jouait à la Ligue des Champions tous les week-ends, quoi. Ouais. C'est ce que fait un peu l'Asvel. Finalement. Oui, ça ressemble à l'Euro. Oui, c'est l'Euroleague en fait. On va parler un peu de sportifs, messieurs, si vous enfin, voulez bien. Alors, MVP. Ça y est, on est parti. Most valuable. Alors, on va parler aussi des rookies. Non, messieurs, on va parler d'abord des favoris. À l'ouest, on a mis les Denver Nuggets, Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Jean qui a appris tout à l'heure ce que ça voulait dire Nuggets quand même. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est moi qui les ai mis, donc je vais vous laisser parler quand même sur l'Ouest. Je sais pas si vous en avez là-dessus. C'est moi qui ai donné ces 3-là, en sachant qu'il Kevin, est-ce que vous êtes peut y en avoir d'autres, ça ? mais pour moi, Oui, c'est les 3 équipes les plus attendues. Oui, c'est les 3 meilleures équipes de l'année dernière. Donc Denver demi-finaliste et finaliste de conférence, pardon, et Lakers les champions et les Clippers c'est peut-être l'un des meilleurs effectifs qui n'ont pas confirmé l'année dernière. Après on peut mettre en outsider peut-être Utah. Et les Suns aussi. C'est un peu en dessous quand même. Avec Chris Paul quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Même les Warriors, Dallas. En fait, il y a plein d'équipes, mais moi je pense que ces 3-là sont largement au-dessus. Les Lakers qui sont champions de titre et qui sont encore renforcés. C'est ça qui est et qui ont notamment piqué un joueur des Clippers, Montrezl Harrell, qui était meilleur 6e homme. Qui était meilleur 6e homme de la NBA et les récompenses individuelles ça compte et ça veut dire que c'est un très bon joueur et qui est venu renforcer les Los Angeles Lakers. C'est Dennis Schroeder aussi. Un autre candidat. Si vous suivez pas le basket, Jean, mais il nous a fait des misères avec l'équipe d'Allemagne contre l'équipe de France, lui. Donc, il était à Atlanta avant. Ouais, exactement. Et au KC, donc voilà, un énorme effectif. Les Clippers, on les attend, surtout avec Nicolas Batum, qui fait un excellent début de saison. Notre Français qui est arrivé, qui était un peu à la cave à Charlotte, qui jouait plus du tout dans une équipe complètement nulle. Finalement de le voir dans le. Ouais, il a son rôle. En forme. Il a son rôle. Parce qu'à Charlotte, il était un peu le franchise player, quoi, le gros joueur. Sauf que ça lui correspond. Pas les 2 dernières années. Oui, non, mais quand il avait signé son gros contrat, et là, il trouve son rôle, il est épanoui,
Et puis voilà, il l'appelle correspond à l'équipe, quoi. Aux États-Unis, ce genre de joueurs, on les appelle les glue guys. C'est les équipes qui font le lien dans le jeu entre les stars. Ah ouais. Voilà, au lieu de se refiler le ballon un peu n'importe comment, voilà, c'est le lien entre tous ces joueurs-là. Il le fait effectivement très 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 bien. Voilà, après les Clippers, on leur reprochait un manque de leader. C'est-à-dire ils ont Kawhi Leonard qui est double MVP des finales, Paul George qui est pratiquement tous les ans dans la course à la première All-NBA Team, c'est-à-dire l'équipe première NBA au niveau des récompenses. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de leader. Il n'y a pas de mec qui se dégage comme LeBron James, qui gueule dans le vestiaire et qui cadre tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'ils réussissent pas. Ouais. À l'Est, il y a Boston, Brooklyn et Milwaukee. C'est plus facile à dire, ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai mis, avec l'aide de Mehdi, messieurs, ou pas? Qui vous rajoutez et qui est le favori à l'Est, en sachant que c'est Philadelphie qui est pour l'instant premier devant les Celtics Boston. Donc Mehdi, t'as pas mis Miami? Les Sixers, non. Miami, ouais. Ah. Mais je lui ai posé la question. Pourtant, c'est son équipe. C'était l'un de ses coups de cœur et son équipe. Mais pourquoi vous n'avez pas mis Miami? Parce que je suis pour le honnête. recrutement, peut-être Parce aussi. que c'est objectif, quoi. J'ai essayé d'être objectif, le plus objectif possible. Ils n'ont pas trop changé l'équipe, Miami. En plus, ouais, mais ils ont, pour moi, et même si je suis fan de cette équipe, on les attendait pas. Et pour moi, ils ont bénéficié du contexte de la bulle, parce que être en équipe, être enfermé à l'hôtel, etc. Et eux, avec leur éthique de travail, ça a marché. Voilà, je pense que cette saison, Miami sera en play-off, passera au moins un tour. Après, pour la suite, ça sera peut-être plus compliqué parce que, en plus, il y a eu des retours, notamment les Brooklyn Nets. L'année dernière, ils avaient ni Kevin Durant ni Kyrie Irving. Ouais. Donc voilà, il y a eu ces retours-là. Ils ont aussi de sacrés joueurs sur le banc avec un autre Français qui brille, TLC, Timothée Luwawu-Cabarrot, qui fait un super début de saison. Ils ont un énorme effectif. Et puis Boston aussi, c'est pareil. C'est normalement Boston, au-dessus de c'est tout la ça. valeur sûre, ça. Et puis le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, qui a son Comment équipe aussi. Giannis Antetokounmpo. Parce que moi, j'allais vous dire juste Giannis. Ah ouais, Justement, Greek Freak. on va venir sur les MVP, le meilleur joueur de la saison. J'ai Léonard, j'ai LeBron James, forcément. Léonard de Vinci. Kawhi Leonard. J'ai Giannis, que je ne dirai pas le nom de famille. Moi alors pareil, je suis le basket de très très loin. On me dit, j'entends, je lis que Stephen Curry est en train de revenir à très bon niveau. Est-ce que ça peut être alors une surprise dans le sens où on ne l'attend vraiment pas, même si on connaît tous la preuve, je le connais, c'est dire. Ouais. Mais Stephen Curry, il semble être mieux en jambes, mieux mentalement. Est-ce que ça peut être le gros coup de la saison 2021? Alors, ça me paraît compliqué. Il peut être le meilleur marqueur, mais ça me paraît très... Voilà, en fait, le MVP, c'est arrivé qu'une seule fois que le MVP et son équipe au-delà de la 3e place en saison régulière. Okay. C'était Russell Westbrook parce qu'il était en triple-double de moyenne, etc. Saison historique, c'était extraordinaire. Mais sinon, en général, le MVP, il faut qu'il soit dans les 3 premiers de sa conférence, et Golden State pourra plutôt autour entre 5 et 8. 5 et 8, donc ça sera trop court. Donc, pour moi, vu que j'ai mis 3 favoris par conférence, quelque part il faut aller chercher là. Et pour l'instant, pour moi, celui qui se dégage, et c'était une surprise, mais effectivement avec 20 kilos en moins, ça va beaucoup mieux. C'est Nikola Jokic, le Serbe. Exactement, qui sera là. Après il y a Giannis évidemment, mais bon. La stagnation de Milwaukee qui n'arrive pas à aller en finale, bon je sais pas. Mais ouais, Jokic qui tape des triples-doubles tout le temps, qui est le meilleur passeur de la ligue alors qu'il est pivot, c'est assez fou, quoi. Il va falloir que Denver se réveille aussi quand même, parce que le bilan 5-5, bon il fait des stats exceptionnelles, mais bon, il va falloir qu'il se réveille. Kevin, vous êtes d'accord avec Mehdi sur Jokic ou pas du tout? Ou vous, c'est qui votre MVP pour l'instant? Vous aimeriez voir qui? Jokic, c'est sûr qu'au niveau des stats, pour le moment c'est le meilleur. Après, c'est sûr que quand on voit Kevin Durant ce qu'il fait déjà, et que Brooklyn c'est sûrement l'effectif le plus profond, on se dit que si Brooklyn reviennent à leur meilleur niveau avec Kyrie Irving qui sera de retour, c'est pas sûr, ça peut être un candidat. S'il a pété un câble encore, Irving, je crois. Kyrie Irving, qui nous a encore fait un coup. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. En fait, il s'est pas pointé à un match sans vraiment prévenir son coach. Alors, encore une fois, on dit ça en espérant qu'il lui soit rien arrivé de grave, mais on n'en sait rien en fait à l'heure actuelle. Il a prévenu ses coéquipiers apparemment. C'est tout. Mais c'est-à-dire que c'est très bizarre pour un professionnel de pas venir à un match. Venir à la direction. Vous le faites avec moi. Alors. Non, mais voilà, faudra voir la. C'est du Irving. C'est ça. Et pour terminer, je vous donne 30 secondes, pas plus, messieurs. Le rookie, Mehdi. Le rookie de l'année, la Melo Ball. La Melo Ball. Je pense que c'est un showman. C'est un showman dans une équipe très faible. Il va jouer. Et puis voilà, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup au niveau du jeu, parce que son état d'esprit, à revoir. Et il fait déjà des meilleurs stats que son frère. Oui. Lonzo,
On en parlera tout au long de l'année, mais voilà, vous avez voulu un débat NBA. J'ai bien aimé, j'ai appris plein de choses, et comme ça on pourra suivre tout au long de l'année. Il y aura un quiz après. Merci messieurs, merci à Coraline et Romain à la réalisation. Nous on se retrouve lundi prochain messieurs, en pleine forme, après avoir fait un foot bien évidemment, Oui. avec Maxime Brossard à lundi.